Je me suis rendu compte en faisant ma recherche que cette présentation aurait pu durer des heures. Comme il s'agit d'un sujet plutôt méconnu, il m'a fallu préciser plusieurs éléments, alors je vais lire mon texte pour éviter d'oublier quelque chose. Bien évidemment, mon intérêt pour cette problématique tire ses origines de mes propres expériences de fan dans la culture du black metal, mais c'est aussi une citation de Virginie Despentes dans King Kong Theory qui m'a suscité le plus de réflexions à ce propos. En parlant des femmes de la culture punk, celle-ci écrit, je vous cite en guise d'exergue, « Être cupone, c'est forcément réinventer la féminité, puisqu'il s'agit de traîner dehors, vomir de la bière, sniffer de l'alcool jusqu'à rester les bras en croix, se faire embarquer, pogoter, tenir l'alcool, se mettre à la guitare, avoir le crâne rasé, rentrer fracassé tous les soirs, sauter partout pendant les concerts, chanter à tue-tête en voiture, les fenêtres ouvertes, des hymnes hyper masculins. » Alors voilà, je commence sur cette citation. Lorsqu'il est question d'heavy metal ou de metal extrême, on pense généralement à des hommes aux cheveux longs, souvent très barbus ou très tatoués, qui portent des jeans déchirés et des gilets à l'effigie de groupes de musique. On pense à des musiciens qui ont des allures agressives avec des bottes de style militaire et des ceintures particulières dites ceintures de balles. L'imaginaire relié au monde du métal renvoie à des hommes forts et imposants qui travaillent leurs muscles en jouant de la batterie ou encore qui chantent avec leur voix caverneuse. Par contre, quand on parle de musique extrême, il est rarement question de femmes. Si l'imaginaire du heavy metal renvoie principalement à la figure masculine, c'est bien parce que cette culture est née à la manière des tavernes, soit comme des boys clubs où les femmes ne sont présentes qu'à travers des images sur des couvertures d'albums par exemple, ou encore dans les calendriers érotiques, tels de simples décorations. L'objectif de cette recherche est de s'interroger sur les enjeux entourant la place du féminin dans l'environnement hyper masculin de la culture du métal extrême, afin de voir comment les femmes ingouvernables que sont les métalleuses réinventent la féminité pour emprunter l'idée de Despentes. Il est important de distinguer le heavy metal de ses sous-genres issus du métal extrême puisqu'il s'agit de genres musicaux assez différents. Le heavy metal est le style le plus traditionnel, soit le plus populaire, où on retrouve des groupes comme Black Sabbath ou Iron Maiden. Le métal extrême, quant à lui, comprend des sous-genres comme le death metal avec des formations comme Dayside, ou encore le black metal avec des groupes fondateurs comme Darkthrone ou Mayhem. Ce qui distingue le black metal du métal traditionnel, c'est d'abord la distorsion et les notes plus aiguës de la guitare, la rapidité de la batterie dont le son rappelle une mitrailleuse, la lourdeur de la basse et les chants gutturaux. La qualité de l'enregistrement est également très différente. Alors que dans le heavy metal, on produit des enregistrements de qualité, les musiciens et musiciennes de black metal privilégient plutôt un son garage plus rudimentaire. L'esthétique visuelle du black metal diffère aussi du heavy. Tandis que l'esthétique du heavy renvoie généralement à l'agressivité, la violence ou même le gore, le black metal exploite une esthétique de l'occulte, où les thèmes du paganisme, de la souffrance, de la mélancolie, de la misanthropie, etc. sont développés dans tous les moindres détails. On peut diviser les groupes de black metal en trois catégories. Il y a les groupes fondateurs dits cultes, les groupes que n'importe quel adepte véritable doit connaître, un peu comme Duras ou Proust chez les littéraires. Il y a aussi les groupes dits commerciaux qui sont devenus tellement populaires qu'ils sont même un peu discrédités par certaines et certains black metalleux, black metalleuses. La troisième catégorie comprend les groupes très marginaux dont les pistes sont difficiles à télécharger ou littéralement introuvables. Notez que plus un groupe est marginal, plus il est considéré comme authentique et culte. Généralement, pour être adepte de black metal, il faut être passé par les autres genres, heavy, thrash ou death par exemple. Mine de rien, le caractère extrêmement marginal et la petitesse de cette culture du black metal font en sorte qu'il est davantage difficile pour une femme de s'intégrer dans cette scène musicale encore très méconnue. Il existe une infinité de sous-genres de métal, comme le montre ce petit arbre généalogique de la culture métal, mais au fin de cette recherche, je m'intéresserai spécifiquement à la culture du métal extrême et du black metal, où les enjeux entourant la place du féminin me semblent particulièrement importants. Maintenant que le heavy metal est beaucoup moins marginalisé qu'à ses débuts, la place du féminin dans cette culture me paraît moins problématique que dans la culture du black metal. Bien qu'elle soit très présente dans les concerts et qu'elle fasse partie de plusieurs groupes de musique, il demeure qu'il y a une minorité de femmes qui assistent à des spectacles ou qui s'impliquent activement dans les scènes de métal. Les critiques de concerts réfèrent presque systématiquement au public masculin ou encore parlent des gars qui headbang. Pour celles et ceux qui ne savent pas, headbanger signifie tourner sa chevelure au rythme de la musique. Il s'agit d'une pratique rituelle à laquelle les métalleux, mais aussi les métalleuses s'adonnent durant les concerts. La majorité des groupes de métal sont formés de musiciens alors que les femmes, leurs conjointes, leurs amies, sont celles qui servent la clientèle aux tables de marchandises, occupant ainsi un rôle de second plan. Aussi, bien qu'il s'agisse d'un cliché, on associe généralement les femmes de la culture métal à la populaire groupie.
L'auteur Ryan Moore, dans son ouvrage Smells Like Teen Spirit, Music, Youth and Social Crisis, avance même: While it is difficult to know exactly what kind of meaning and pleasures female audiences derive from these bands and their music, en parlant des groupes de heavy, they can be situated in a longer history in which young women have made male musicians the objects of their desire. On caractérise la culture métal comme étant particulièrement masculine, puisque, comme l'indique l'auteur Anna Sherry Rogers, et oui, presque toutes mes citations sont en anglais, je m'excuse, dans sa thèse Women in Hyper-Masculine Environments, an Analysis of Gender Dynamics in the Heavy Metal Subculture. The subculture is known as masculine due to their sometimes aggressive behavior and the lack of female fans. Aggression is commonly associated with the act of moshing in a mosh pit at live concerts. To an outsider, moshing appears to be extremely violent and similar to a fist fight. Also, one study found that when males are exposed to heavy metal music, they are more likely to hold conventional gender stereotypes and display negative attitudes toward women. Ce dernier point explique d'ailleurs certains comportements durant les concerts, notamment des agressions physiques comme des attouchements lorsqu'une métalleuse body surf, c'est-à-dire qu'elle surfe sur une foule qui a les mains levées pour la soutenir ou la tenter selon le cas. L'univers festif de la culture métal où les drogues et alcool abondent dans les concerts et les fêtes contribue à la masculinisation de ce mouvement. La débauche et l'ivrognerie étant socialement convenue comme étant réservée aux hommes, puisqu'il est, semble-t-il, très peu féminin de se saouler ou de se droguer. Étant donné qu'il existe très peu d'études sur la place des femmes et son historique dans le métal extrême, j'ai dû, aux fins de cette communication, m'appuyer sur mes propres connaissances et expériences, ainsi que sur celles des musiciennes et adeptes que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Par contre, à la lumière des différentes lectures, j'ai pu constater que mes impressions et hypothèses se rapprochaient de celles présentées dans les quelques rares études faites sur la place des femmes dans le heavy metal ou dans d'autres cultures musicales plus marginales comme le rock, le punk ou encore le grunge. Avant de s'intéresser à la place de la féminité dans les mouvements de métal extrême, il convient de tracer un historique du métal au féminin. On sait que les femmes ont toujours eu de la difficulté à intégrer les différentes cultures marginalisées comme celle du rock and roll, mais plusieurs femmes sont parvenues à prendre une part active de ces mouvements culturels particuliers. On se rappelle la chanteuse rockeuse Joan Jett et sa chanson qui est quasiment devenue un hymne du rock au féminin, I Love Rock and Roll. Dans la lignée de Joan Jett, les femmes se sont mises à participer plus activement au mouvement de contre-culture musicale en s'impliquant au sein de groupes de musique ou en formant leur propre band féminin à la manière de sororité. Comme le dit Anna Sherry Rogers dans son étude, While women are generally underrepresented in heavy metal, some successful metal bands have female members who defy the stereotype of women as groupies, asserting their power in a male-dominated subculture. Le heavy metal traditionnel féminin est marqué par exemple par la présence de quelques groupes dits old school comme Girls School, composés exclusivement de musiciennes. Ce groupe datant des années 90 est un des rares groupes qui peut compter plus de 30 ans de carrière pour un groupe féminin. Il y a aussi plusieurs musiciennes qui se sont démarquées dans des groupes majoritairement composés de musiciens. Il y a par exemple Liz Buckingham du groupe Electric Wizard, Joe Bench de la formation Bolt Thrower et la chanteuse bien connue du groupe Arch Enemy, Angela Gassau. Le groupe de pagan metal russe Arkona a construit sa popularité autour de la chanteuse et compositrice Maria Arkhipova, dont le nom de scène Masha Scream rend hommage à son vocal très puissant, trop souvent qualifié de viril. Ici au Québec, on peut penser à Vervanzi, la flûtiste et chanteuse du groupe Vaknark, et Crook, la chanteuse de la formation Valfreya. Actuellement, dans la scène black metal, on ne compte que quelques groupes avec des membres féminins. Le groupe Sortilegia de Toronto est composé d'une chanteuse dont les chants gutturaux méprennent tous celles et tous ceux qui croient recevoir les cris déchirants d'un homme. Ce groupe est habité par le thème de l'occulte, la chanteuse agit donc à titre de prêtresse. Le groupe allemand Darken Nocturne Slaughter Cult est également reconnu pour sa chanteuse dont l'esthétique générale renvoie à la figure bien féministe de la sorcière. Enfin, on peut nommer aussi le all-girl band japonais Galhammer, qui a su se faire connaître partout dans le monde, ainsi que le one-woman band Mercure, qui connaît également une popularité notable. En intégrant la scène black metal à titre de musicienne, les métalleuses prennent la parole en se réappropriant le langage particulier de cette culture, où la rage et la colère sont exprimées par des chants gutturaux, les crissements d'une guitare ou les sons fracassants d'une batterie. Comme on le sait déjà, la rage et la colère sont des sentiments généralement réservés aux hommes. Comme le dit si bien ma collègue ici présente, Joyce Baker, dans une conversation intime, la rage, c'est chaotique, ça prend de la place, c'est bruyant, ça s'affirme, mais les codes du féminin normé n'ont rien à y voir. Les femmes sont conditionnées à être bien mises, encadrées, convenables, donc ce que l'on attend d'elles. La colère, ce n'est rien de tout ça, c'est l'affirmation d'un soi ultime.
C'est à ce moment de ma présentation que j'ai choisi de vous montrer un extrait vidéo d'un concert de black metal où on peut voir la chanteuse et guitariste du groupe torontois Sortilégien en action. Question de vous montrer à quel type de rituel occulte les black metalers peuvent s'adonner. Je m'excuse pour les oreilles sensibles. Puis oui, ça sonne un peu crasseux, mais c'est voulu. Il est important de souligner que l'apport des femmes à la culture métal ne se fait pas que sur le plan musical. Ces femmes militaires, femmes guerrières, ne sont pas que musiciennes, elles sont à la fois critiques d'albums et de concerts, ce qui leur permet encore une fois de prendre la parole et de formuler leurs propres opinions sur des groupes ou sur cette culture en général. Elles sont éditrices de magazines métal, productrices de musique, photographes de concerts, designers de flyers, DJ et j'en passe. Notez aussi que le métal au féminin est intergénérationnel comme le métal en général. Au cours de ma recherche, j'ai pu interviewer 2 métalleuses de Montréal dont l'apport à la scène métal a été significatif. J'ai pu noter des similarités très particulières et révélatrices dans leur discours. Je leur ai simplement demandé de me décrire leur intégration dans la culture métal et comment elles ont géré le fait d'être musiciennes dans cet univers hyper masculin. Une des musiciennes interviewées est une femme très active de la scène métal. Il s'agit d'Annick Giroux, la chanteuse, claviériste et ancienne bassiste du groupe populaire Cauchemar qui a fait des concerts à l'international. En plus d'être DJ, elle a créé plusieurs fanzines de métal ainsi qu'un blog. Elle a organisé de nombreux concerts et festivals. Elle est copropriétaire d'un label et elle est l'auteure du très populaire livre de recettes Heavy Metal Cookbook qui s'est vendu à 10 000 copies partout dans le monde. Cette dernière m'a répondu. Quand j'avais 20 ans, peut-être, dans le métro, j'avais ma veste à patch, c'est-à-dire une veste un peu comme celle-là, avec plein d'écussons. J'avais ma veste à patch et quelqu'un m'a demandé si c'était à mon frère ou quelque chose. Haha. En parlant de son expérience avec Cauchemar, elle me dit « Je joue de la bass au début, mais je switch aux vocals plus tard. On dirait que les gens changent leur perception quand on est frontwoman. On m'a jugé sur mes looks, sur Internet surtout. Des commentaires genre « Son tatou ne fait pas complètement le tour de son bras car elle est trop grosse. » Du coup, mes looks ont beaucoup compté, tandis qu'un homme est beaucoup moins jugé à mon avis. Je n'étais pas une très bonne chanteuse au début, mais j'ai pris des cours et je me suis améliorée. J'ai beaucoup développé de confiance en moi et maintenant j'ai trouvé ma manière de chanter et de faire un show. On me surnomme quelquefois une King Diamond féminine. Haha, c'est surtout pour l'énergie que je dégage en jouant live. On ne me juge plus vraiment de nos jours, on semble me respecter. Une autre musicienne, Stéphanie Masson, du groupe de métal féministe November Brief, qui a su se faire connaître dans les années 80 avec des chansons comme Keep Your Rosaries Off Our Ovaries, m'offre un discours similaire. Pas de harcèlement, mais souvent une attitude de bras croisés de certains dans le crowd avec un look de « Prove us you can play ». Et dans 90% des cas, ils étaient convaincus que nous étions sincères dans notre démarche. Les amateurs de métal en général sont intelligents et savent si les musiciennes devant eux sont sincères. Il n'y avait pas ou peu de filles dans les années 90. Nos seuls chums de filles étaient dans Vocifération, dans 13 de New York, dans Demonency de Fort Lauderdale et dans Acrostichon de Hollande. Pas d'Internet dans ces années-là, et oui. Mes influences du temps étaient 95% masculines, mais les 2 filles qui m'épataient le plus étaient Dawn Crosby de Fear of God et la légendaire Jo Bench de Bolt Thrower. Une de nos guitaristes avait un problème de poids, il y avait des tatas qui riaient d'elle, mais elle ne se laissait pas faire, et je l'ai vu vider un pichet de bière sur la tête d'un cave devant les gars de Brutal Death. Le plus beau compliment à mon égard fut quand on m'appelait la David Vincent féminine. Dans les 2 cas, les musiciennes m'expliquent qu'elles ont dû se prouver talentueuses pour que leur musique soit acceptée au même titre qu'une œuvre présentée par des hommes. Bien que les musiciens doivent également prouver la qualité de leur musique, le public a beaucoup moins de préjugés lorsqu'il s'agit d'un groupe exclusivement masculin. Les 2 femmes soulignent également l'importance du look et donc du poids des musiciennes. Enfin, elles m'ont toutes les 2 dit qu'elles avaient été complimentées par des comparaisons à des chanteurs populaires du milieu comme King Diamond ou David Vincent, au lieu d'être simplement complimentées pour leur talent à elles. Les commentaires de ces musiciennes font la lumière sur de nombreuses problématiques entourant la place du féminin dans le métal extrême. Ces problématiques expliquent la difficulté des femmes à se joindre à ce mouvement particulier. Que ce soit en tant que musicienne ou simplement adepte, les métalleuses doivent faire face à de nombreuses situations lorsque vient le temps de s'intégrer à cette culture. L'auteur Anna Sherry Rogers explique « Women who join male-dominated
male-dominated cultural groups that are known for their hypermasculinity are often labeled as deviants. Both mainstream society and the males in a specific cultural group contribute to this phenomenon. These women are made very aware of their gender in settings where they are in minority. This phenomenon has an impact on women's behavior, and many times they develop coping strategies that help them be accepted into the group and be able to have a functioning role in the group. The two dominant routes of fitting in or being accepted are adhering to traditional gender roles or trying to be like one of the guys by performing masculinity the same way the males in the group do, by adopting a specific style of dress and language. Defensive othering towards other women in the group frequently occurs, as well as a known hierarchy among the group members based on sex and gender. À cela, l'auteur ajoute, fans of heavy metal typically claim to be different from the rest of society and explicitly wish to be known as metalheads. The metal identity is made by style of dress, choice of music, and overall attitude. When groups have clear boundaries between who is in and who is out, there are requirements to prove oneself in the group. When that group is also male-dominated, the task of belonging could become even more difficult for females because they might have to prove themselves even more than the males do, strictly on the basis of the gender. Anna Sherry Rogers cite d'ailleurs certaines adeptes de black metal de heavy metal qu'elle a pu interviewer. You have to know what you're talking about, know the bands, prove you're not just listening to be cool. Elle ajoute, this requirement on the part of female metalheads implies having a broad knowledge of the musical genre. Comme j'ai mentionné plus tôt, les options de téléchargement pour les albums de metal, mais surtout de black metal, sont assez limitées. La plupart des adeptes téléchargent les discographies à l'aide de torrents ou de fichiers compressés. Cette méthode peut être difficile pour une personne qui n'a pas d'expérience avec ce type de téléchargement. On sait d'ailleurs que le milieu informatique est également un univers hyper masculin, ce qui explique la difficulté de plusieurs métalleuses à télécharger leur propre musique, alors qu'elles sont plutôt habituées aux disques compacts ou au téléchargement avec Bandcamp. Les habiletés d'un adepte de black metal pour trouver et télécharger les albums définiront son niveau de connaissance et lui permettront de s'intégrer pleinement ou pas à cette culture. Il est donc crucial pour une black metalleuse de dénicher sa musique elle-même. L'acquisition de compétences techniques pour télécharger ou enregistrer des pistes, les talents musicaux pour créer de la musique, ainsi que toutes les autres compétences de rédaction, de graphisme ou d'organisation, collaborant de près ou de loin à l'épanouissement de la culture black metal, ne sont pas les seules manières des métalleuses de se réapproprier cette culture. Étant donné que l'esthétique y compte pour beaucoup, il est impossible de compléter une telle étude sans se pencher sur une caractéristique qui peut paraître superficielle, l'esthétique du black metal. Anna Sherry Rogers explique dans son étude « Female metalheads need physical markers or symbols to emphasize that they are fans of the genre. While this theme was not discovered among the majority of female interviews, it was more common for the females to discuss having to buy merchandise to establish identity than it was for the males. Elle cite une de ses participantes. Don't wear the shirt if you don't know the band. This theme has relevance from a gender perspective because no males discuss buying things as part of their experience in the subculture. Based on the broader statements made in the interviews with female, this theme can be argued to imply that female metal fans feel a need for physical markers to show they are fans of the genre as another way of proving themselves. La marchandise à l'effigie de groupes de musique qui est proposée aux femmes soulève beaucoup de questions. Il faut savoir que les groupes de musique créent des produits destinés généralement à leur public masculin, marchandises d'ailleurs beaucoup plus intéressantes que celles offertes aux femmes. Alors que les gilets de coupe masculine sont imprimés avec des images de couverture d'albums, les métalleuses se voient offrir un unique modèle de chandail dit girly sur lequel on trouve une impression très simpliste du logo du groupe. De plus, ces gilets girly sont généralement plus chers et de moins bonne qualité. Bien que les métalleuses soient évidemment libres de se vêtir du gilet de leur choix, certaines ont établi une mode relativement nouvelle pour remédier aux carences dans la mode féminine du métal extrême. Ces dernières se procurent des gilets à coupe masculine pour les modifier elles-mêmes dans un style qui convient mieux à leur forme. Elles modifient le col des t-shirts, ajoutent de la dentelle, du ruban ou encore des clous communément appelés studs. Plusieurs designers féminines vendent des gilets déjà modifiés en camisole ou en rhum par exemple. Il y a même une certaine haute couture black metal. Par exemple, la designer derrière Toxic Vision crée des morceaux uniques, se détaillant parfois à plus de 300 ou même 500 $. Autre fait choquant, certains groupes de musique ont tenté d'attirer des métalleuses en offrant des culottes ficelles à l'effigie des groupes. Nul besoin de développer sur l'absurdité de ce produit, à côté des t-shirts, des cotons wattés, des écussons, un G-string one size dont le coût est équivalent à 3 fois le prix du disque compact.
En se réappropriant l'esthétique vestimentaire de la culture métal et black metal, les métalleuses insistent d'une manière très physique sur l'espace qu'elles occupent dans ce milieu hyper masculin. Du coup, ces femmes ingouvernables se réapproprient le langage particulier de cette culture et donc de ses discours et images. En étudiant la dynamique des genres dans le métal extrême, il m'a été possible de découvrir comment la métalleuse a pu, avec le temps, adopter à son tour le style militaire ou guerrier à sa façon. Cette dernière n'occupe plus un rôle d'arrière-plan de groupie ou de marchandiseuse. Elle contribue à l'effervescence du métal extrême au féminin en headbangant lors de concerts, en étant musicienne, organisatrice de concerts, critique d'albums, etc. Enfin, comme le dit si bien Catherine Malabou dans son texte Changer de différence, lorsqu'une femme réussit à imposer ses créations dans quelque domaine que ce soit, elle contribue à faire progresser la cause de toutes les femmes.